Salut à tous, c'est Ubik et aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de The Dark Knight Returns. Alors pourquoi radoter sur un comic book certes mythique mais sorti en 1986 me direz-vous? Eh ben je vais vous le dire un petit peu plus loin dans cette vidéo. Alors The Dark Knight Returns c'est un comic book originellement publié en 1986 par l'éditeur de bande dessinée américain DC Comics, scénarisé et dessiné par l'auteur américain Frank Miller. Alors l'histoire se déroule dans un futur proche et dystopique où la guerre froide n'a jamais pris fin. Batman, âgé de 55 ans, sort de sa retraite pour combattre le crime dans une Gotham City décadente et crépusculaire. Il y est confronté au gang des mutants, un groupe néo-mafieux ultra-violent, puis à la réémergence de ses ennemis les plus iconiques, Double Face puis le Joker, avant d'affronter Superman qui est devenu un agent du gouvernement américain et l'arme de dissuasion numéro 1 de l'oncle Sam face à l'URSS. The Dark Knight Returns, c'est pas un comic book classique à proprement parler, Série limitée publiée en 4 tomes, elle a d'abord réinventé le personnage de Batman, dont elle a redéfini l'architecture psychologique et la portée sociopolitique. Mais elle a aussi changé de fond en comble le médium entier du comic books, médium entré dans ce qu'on a appelé l'âge moderne du comics au tournant des années 1986-1987. Alors pour faire court, il y avait deux comic books qui avaient alors participé à revivifier l'industrie de la BD américaine super-héroïque. Alors d'un côté, on avait Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, publié en 1987, et de l'autre, The Dark Knight Returns de Frank Miller, sorti un an plus tôt. On peut d'ailleurs trouver de nombreuses résonances thématiques entre ces deux publications, notamment dans leur volonté évidente de raconter ce qui ressemble à une fin, à une conclusion définitive. Alors Watchmen, évidemment, ça raconte la fin des super-héros, c'est une œuvre purement métatextuelle. Dit plus simplement, c'est pas une BD de super-héros, mais c'est une BD qui traite des super-héros et de leur médium, le comic books. The Dark Knight Returns, c'est un peu différent, ça raconte la fin d'un seul et unique héros, un héros qui, avant de partir, doit réinventer sa place dans l'histoire et dans le monde. À noter que si l'histoire de The Dark Knight Returns est aujourd'hui considérée comme appartenant à une réalité alternative de la continuité classique du personnage de Batman, ce n'était pas nécessairement le cas à sa sortie, du moins dans l'esprit de son auteur. À l'époque, Frank Miller il avait en fait pour objectif d'écrire ce qu'il considérait comme la fin définitive du personnage, l'aboutissement de son parcours. Et je crois justement qu'il y a peut-être rien de plus compliqué que d'écrire une bonne fin. Pour moi, ce qui a récemment très bien illustré la difficulté de la chose et m'a plus ou moins inspiré cette vidéo, c'est la fin du manga événement L'Attaque des Titans publié de 2009 à 2021 et dont l'adaptation animée s'est conclue fin 2023. Alors sans rentrer dans le détail, ce shonen manga voit son protagoniste principal, Eren, être loué et célébré par les personnages secondaires alors qu'il vient de commettre un génocide à l'échelle mondiale dans les derniers chapitres de l'œuvre. On a un peu l'impression que la fin du manga elle veut moraliser l'action d'un personnage que son auteur avait pourtant semblé représenter comme un anti-héros auparavant. En somme, il semble y avoir un décalage profond entre ce que semble vouloir raconter la fin de l'Attaque des Titans, où l'action d'Eren elle est presque expliquée, presque excusée en fait, et la caractérisation de son personnage principal, qui est un héros que le lecteur pouvait plutôt percevoir comme un être humain ambigu, moralement gris, voire même comme une ordure en fait. J'ai l'impression qu'il n'a pas assumé jusqu'au bout totalement, en tout cas pas frontalement, qu'Eren était un fumier en fait. Il essaye de le faire passer pour un mec qui avait des bonnes intentions, finalement, et qui a fait des dingueries pour avoir de bonnes intentions, alors que c'est pas l'impression qu'il donnait avant. Pour moi, Eren, c'était vraiment un mec un peu pathétique, un peu genre, j'en ai marre de toute cette folie, de cette dinguerie, ce monde n'a aucun sens, je vais tout cramer, niquer vos mères. Cette fin, elle a d'ailleurs divisé les fans du manga, contraignant son auteur, Hajime Isayama, à s'excuser en ces termes. « J'ai tenté de faire d'Eren quelqu'un de bien à la fin, je doute d'y être parvenu. Et je lutte encore sur ce point-là. Je suis vraiment désolé pour cela. En définitive, je n'étais pas certain de savoir quoi ressentir à propos de la fin de l'histoire. » Donc en somme, l'auteur, il n'a jamais réussi à tout à fait cerner et à construire psychologiquement son propre héros. Et si j'en suis passé par ce détour, c'est bien pour comprendre en quoi The Dark Knight Returns fait précisément le contraire. Tout le long du roman graphique, Miller y répond à une question élémentaire, mais en fait, Batman, ce héros qui vous fascine depuis tant d'années, qui est-il définitivement? Que représente-t-il? Quel est l'effet de son action? Bon alors la question maintenant c'est comment il fait, comment il parvient à faire ça. Alors d'abord, Miller il a fait de Batman une sorte d'anomalie psychologique, une exception psychique qui fait de lui un super-héros complètement hors cadre. Comprenons-nous bien, jusqu'ici le personnage il avait depuis ses origines été défini par son traumatisme, la mort de ses parents, tu connais, néanmoins cette expérience lui avait permis de devenir un justicier globalement désintéressé, tourné vers le bien-être collectif. Mais dans The Dark Knight Returns, Miller fait de Batman un obsessionnel compulsif. Sa croisade contre le crime découle d'abord de la nécessité d'exorciser ses traumatismes d'enfance, et seulement ensuite d'un sens de la justice individuelle. C'est bien parce qu'il satisfait d'abord un besoin intime et personnel que le Batman de Miller prend un plaisir intense à son activité.
Ce n'est donc pas un héros fondamentalement altruiste. Alors oui, les conséquences de ses actions sont globalement positives pour la ville de Gotham, mais ce qui motive les actions de Batman, en tout cas du Batman millérien, c'est pas à proprement parler un sens de la justice pure et impartiale. Ce serait plutôt une sorte de pulsion de justice où Batman répond à la violence par la violence, avec une jouissance intérieure qui est magnifiquement retranscrite au lecteur dans les monologues de la BD. À la fin de The Dark Knight Returns, Batman affronte Superman qui s'est mis servilement au service d'un gouvernement américain autocratique. Alors il faut ici comprendre Batman comme l'avatar de la volonté individuelle, quand Superman incarne un pouvoir étatique dépassionné. Finalement, cet affrontement se termine plus ou moins sur une égalité, personne n'en parle vraiment, mais on comprend bien que Miller y préfère quand même l'optique de Batman. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que le long de son récit, il ne la sacralise pas non plus. C'est là qu'intervient aussi tout le travail de déconstruction de l'auteur. Comprenez bien, The Dark Knight Returns, c'est autant une célébration du personnage de Batman qu'une critique de ses méthodes. Tout le long de l'œuvre, le rapport à la violence du Chevalier Noir est interrogé par la police, par les citoyens de Gotham et même par la classe politique de la ville. Néanmoins, à la fin de l'œuvre, Batman finit par émerger comme la seule solution viable pour combattre l'inertie d'une société paralysée par le spectacle de sa propre décadence. La mise en scène de cette décadence, elle est dans The Dark Knight Returns, mise en relief par le rôle prépondérant que Miller donne aux médias et particulièrement à la télévision. Alors cette télévision, elle est vraiment omniprésente, elle est vecteur de divertissement plutôt que d'information, et surtout elle est paralysante. The Dark Knight Returns raconte la fin d'un héros, et la télévision, dans le contexte de ce roman graphique, elle chronique la fin de cette ville décadente. C'est cette mascarade télévisuelle grotesque que la plupart des citoyens de la ville de Gotham ne peuvent pas s'empêcher de contempler. Alors Batman, lui, son particularisme, c'est qu'il est vecteur d'action, il ranime et fédère les volontés des citoyens de Gotham. Mais attention, pour Frank Miller, une aliénation peut aussi vite en remplacer une autre. Certains des admirateurs de Batman virent ainsi au fanatisme de l'homme chauve-souris, quitte à commettre des violences complètement disproportionnées en son nom. D'ailleurs, il est finalement assez complexe, moi je trouve, d'avoir une lecture idéologique complètement tranchée de The Dark Knight Returns. Alors aujourd'hui, c'est vrai, Miller s'affiche clairement comme un libertarien, donc c'est-à-dire comme un droitard, clairement, mais son alignement politique était dans les années 1980 beaucoup moins évident à la lecture de The Dark Knight Returns. Son roman graphique peut à la fois être interprété comme porteur de messages très à gauche du champ politique, avec une critique acerbe de l'individualisme et du matérialisme de la société américaine, mais évidemment on peut aussi le lire comme une œuvre très très à droite, limite fascisante, qui glorifie la figure du héros, l'usage de la violence et déplore la décadence du monde occidental. Bon, finalement, qu'on choisisse d'en faire une lecture d'extrême gauche ou d'extrême droite, The Dark Knight Returns est donc avant tout une œuvre qui se veut radicale, politiquement et idéologiquement. Je crois d'ailleurs que ce n'est pas un hasard si le roman graphique de Miller a beaucoup plu à des auteurs de comics clairement marqués à l'extrême gauche du champ politique. Et notamment à Alan Moore, parce que sachez qu'en 1986, c'est bien Alan Moore, donc l'auteur de Watchmen, qui signait la préface de la publication softcover du roman graphique de The Dark Knight Returns, une préface qui était très élogieuse, qui était titrée The Mark of Batman, ça veut dire la marque de Batman, que Alan Moore concluait par ces mots. Dans cette captivante histoire du combat final d'un grand homme, Miller est parvenu à créer quelque chose d'extraordinaire qui devrait, espérons-le, illuminer le reste du champ des comic books, éclairant d'une lueur nouvelle les problèmes qu'affrontent ceux qui œuvrent dans cette industrie et peut-être même nous guider vers de nouvelles solutions. Vous êtes sur le point de découvrir un tout autre niveau d'écriture dans les histoires de comics, un nouveau monde fait de nouveaux plaisirs et de nouvelles douleurs, un nouveau héros. Alors j'évoquais juste avant une chose sur laquelle The Dark Knight Returns s'attarde beaucoup, et cette chose c'est les médias, qui font de la fin du monde, de notre propre décadence, un spectacle fascinant. Dans The Dark Knight Returns, le coupable c'est la télé, mais est-ce que nous ne sommes pas encore aujourd'hui davantage devenus une société de spectateurs plutôt que d'acteurs, avec Internet, avec Netflix, avec Amazon Prime, Twitch, et oui, même YouTube, c'est pas pour rien que vous regardez cette vidéo. Donc finalement, moi je dirais que le vrai antagoniste de The Dark Knight Returns, disons l'adversaire philosophique de Batman, c'est pas tellement le Joker ou même Superman, c'est plutôt l'apathie générale que cette société du regard, du spectacle permanent, diffuse et entretient. Alors en somme, la grande question que pose Miller, c'est est-ce que regarder notre monde, plutôt qu'essayer de le changer, ne nous condamne pas à notre propre fin? Et je crois que ça c'est une interrogation qui est très très moderne, ce qui est vraiment remarquable pour un comic book qui est sorti il y a quasi 40 ans finalement. Et ce faisant, Miller il répond aussi à la question matricielle de The Dark Knight Returns que j'avais évoquée en début de vidéo. Qui est Batman et pourquoi nous fascine-t-il autant? Alors sa réponse, c'est que dans une société d'observateurs et de voyeurs, Batman refuse de rester spectateur pour nous inciter à redevenir acteurs de nos vies. Et c'est ce refus de la passivité, malgré le poids des ans et d'une société déliquescente, qui achève d'ancrer sa légende et sublime sa fin. Bah écoutez, voilà, on en a fini pour cette première vidéo de réouverture, de réémergence de la chaîne. J'espère qu'elle vous a plu. On est resté sur un format relativement court, même si je pense qu'il y a quand même suffisamment de substance, la vidéo est quand même assez dense. Évidemment, The Dark Knight Returns, c'est une œuvre très multifacette, il y a énormément de thématiques. Moi, j'en ai traité que certaines qui rentraient dans mon angle, donc
vous gênez pas pour évoquer les autres en commentaire par exemple. Je voulais également juste revenir sur le passif de cette chaîne. Alors auparavant cette chaîne elle s'appelait Le Projectionniste, c'était une chaîne qui traitait de cinéma essentiellement. D'ailleurs je vais laisser mes anciennes vidéos, hein, je vais pas les supprimer, hein, j'en ai pas particulièrement honte, même s'il y en a qui sont un peu plus réussis que d'autres dans le lot je pense. Donc voilà, je les laisse si vous voulez les regarder. Il y a peut-être un petit peu de matière à picorer si vous vous intéressez au ciné. Donc là, je vais changer le nom de la chaîne. On repart un peu de zéro, hein, donc autant changer de nom. Et également, on va changer un peu de concept. On va pas parler que de cinéma, on va enrichir le scope. Ici, on va parler d'art narratif en général, donc évidemment de cinéma, mais aussi de romans et de bande dessinée. Voilà, en parlant de culture, on va dire, entre guillemets, populaire, mais aussi de culture plus classique, bourgeoise. Hein. S'agissant de The Dark Knight Returns, moi je pense quand même, ça je l'ai pas dit dans la vidéo, que ce qui est quand même passionnant avec cette œuvre-là, c'est que elle tire son particularisme de son premier degré aujourd'hui, parce que finalement à l'époque, quand Watchmen est sorti, Watchmen c'est une œuvre très métatextuelle, un très second degré, qui réfléchit vraiment sur son médium, alors que The Dark Knight Returns c'est une œuvre très premier degré, hein, qui réfléchit de manière très directe, très transparente, très brute finalement sur le personnage de Batman, et c'est ça qui la rend finalement assez unique et intéressante aujourd'hui je trouve, parce que aujourd'hui la métatextualité en fait elle est partout, d'ailleurs elle n'est pas toujours très bien utilisée, elle est souvent utilisée de manière superficielle, ce que ne fait pas du tout Watchmen, hein. Watchmen c'est de la métatextualité qui a vraiment du fond, qui a vraiment un propos, mais le fait est que voilà, The Dark Knight Returns a ce côté premier degré. On sent que Frank Miller il a mis du cœur, il a mis des tripes dans cette œuvre-là. Ça lui donne une puissance qui est assez unique finalement aujourd'hui et qui la distingue, je trouve, dans le paysage culturel actuel. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je voulais revenir dessus, mettre un petit coup de projecteur. Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis je pense qu'on va bientôt se revoir pour d'autres vidéos. Alors j'ai pas encore tranché sur le sujet de la prochaine vidéo, mais j'ai pas mal d'idées en tête quand même. Donc il y a quand même pas mal de projets qui devraient arriver dans les prochaines semaines et mois. Les choses sont déjà plus ou moins décidées, on va dire. J'ai un listing et on va pouvoir piocher dedans. Donc voilà, merci à vous en tout cas, et on se dit à très bientôt. Ciao ciao.